L'Égypte se distingue parmi les pays par sa pertinence historique intrigante et ses pratiques culturelles uniques. Les anciens Égyptiens possédaient des connaissances profondes, et les découvertes faites par les chercheurs ont révélé la créativité et le génie avec lesquels ils se démarquaient. Certaines de ces découvertes ont laissé les gens perplexes, car nous n'en savons pas assez pour démêler la logique qui les sous-tend. Cependant, au fil des ans, il y a eu des progrès et certains de ces mystères ont été résolus. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour explorer ces énigmes que les scientifiques et les archéologues ont démêlées. Numéro 1. La terre de Punt dans les temps anciens. Les Égyptiens étaient habiles à choisir des cadeaux élégants, même pour les pharaons. Quand ils voulaient quelque chose de luxueux, ils allaient dans un endroit appelé Punt. Ils y trouvèrent des trésors d'or, de l'encens parfumé et de la myrrhe. Parfois, ils ont même attrapé des babouins de cet endroit. Depuis qu'ils ont visité Punt, les chercheurs ont cherché où se trouvait cet ancien lieu de commerce qui fournissait à l'Égypte des pierres précieuses, des épices, de l'ivoire et des animaux. Bien qu'il n'y ait pas de carte ancienne pour les guider, des indices intéressants sont venus des babouins. Les scientifiques ont étudié les momies de babouins et analysé le strontium dans leurs os, leurs cheveux et leurs dents, les comparant aux babouins d'Afrique d'aujourd'hui. Il s'est avéré que certains venaient d'Égypte, mais d'autres d'Éthiopie, d'Érythrée, de Djibouti, de Somalie et du Yémen. À un moment donné, toutes ces zones ont été considérées comme faisant partie de la terre de Punt. Non seulement cette recherche nous renseigne sur les anciennes routes commerciales qui ont influencé l'histoire, mais elle souligne également la nécessité d'explorer davantage l'Érythrée et la Somalie. Qui sait quel secret pourrait y attendre d'être découvert? Numéro 2. Détail de la construction de la Grande Pyramide. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante à Ardin, un ancien port de la mer Rouge. Ils y ont trouvé des fragments de papyrus inscrits, les plus anciens textes trouvés en Égypte. Parmi eux se trouvait un document de la 27e année du règne du pharaon Khéops, détaillant la construction de la Grande Pyramide de Gizeh. Les inscriptions et les hiéroglyphes, écrits il y a plus de 4500 ans par l'inspecteur Mead, relataient la routine quotidienne des ouvriers. Ils ont enregistré le transport de blocs de calcaire de Tura le long du Nil et des canaux pour border la pyramide, un voyage de 2 ou 3 jours. Le vizir, demi-frère du pharaon, supervise le projet. D'autres documents détaillent des projets similaires, tels que la construction d'un port en mer Méditerranée. Ces résultats soutiennent la construction humaine des pyramides et démystifient les idées d'une intervention extraterrestre. Numéro 3. Le but de la momification dans l'Égypte ancienne n'était pas de préserver les corps pour la vie après la mort, comme beaucoup l'ont toujours supposé. Au lieu de cela, il semble que ce processus élaboré avait plus à voir avec le fait de guider le défunt vers une existence divine. Cette nouvelle perspective pourrait changer ce que nous avons appris sur les momies. Campbell Press, le conservateur du musée de l'Égypte et du Soudan, l'a expliqué lorsqu'il a souligné que cela renverse ce que nous avons possédé pendant tout ce temps. Il semble que les chercheurs occidentaux de l'époque victorienne aient été les premiers à diffuser de fausses informations sur la préservation, liant à tort les pratiques de l'Égypte ancienne à la conservation du poisson, toutes deux impliquant du sel. Cependant, le sel utilisé par les Égyptiens était très différent de celui utilisé pour conserver le poisson. Ce sel spécial était un mélange de carbonate de soude, de bicarbonate de soude, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. Il était naturellement abondant autour des lits des lacs du Nil et jouait un rôle crucial dans leur processus de momification. Ainsi, il s'est avéré que le but de la momification était beaucoup plus complexe et spirituel que nous ne le pensions initialement. Numéro 4. Statue d'Iorite de Képhren. Le grand musée égyptien du Caire met en valeur la statue de Képhren, une œuvre ancienne étonnante également appelée Képhren intronisé. Sculptée dans la diorite, une pierre sombre, c'est une perle rare. Alves Mediet,
le premier directeur du service des antiquités d'Égypte, l'a découvert en 1860 dans un puits situé sous le temple de la vallée de Képhren. La statue représente le puissant pharaon de la 4e dynastie, assis sur un trône avec des pattes de lion. Son regard intense, son poing serré et sa main tendue capturent sa présence imposante. Le cobra et la coiffe de Néhem symbolisent la protection divine. Les hiéroglyphes relatent son rôle dans l'unification de l'Égypte, et le faucon sur son dos représente le dieu protecteur Horus. Cette statue expose les compétences des anciens Égyptiens, fusionnant idéalisme et naturalisme dans des pierres telles que le quartzite et le calcaire gris. L'influence de Képhren a marqué l'iconographie royale et a mis en évidence le lien étroit entre les pharaons et le divin. Numéro 5. Momie à la langue d'or dans les ruines d'Osirinchu. Récemment, les archéologues ont fait une découverte étonnante dans les ruines d'Osirinchu. Ils ont trouvé 2 tombes avec des momies d'il y a environ 2500 ans. La surprise est venue quand ils ont réalisé qu'un tombeau n'avait jamais été ouvert. À l'intérieur, Afterfan Milano, de l'université de Barcelone, a trouvé un sarcophage en calcaire avec un homme momifié. À côté se trouvait une amulette de scarabée, 4 récipients à baldaquin utilisés pour la momification et plus de 400 petites figures funéraires en terre cuite émaillée. Il est intéressant de noter que la momie avait une langue d'or dans sa bouche, une pratique pour communiquer avec le dieu Osiris dans le monde souterrain. Dans la culture égyptienne ancienne, une momie similaire, avec une langue dorée, avait déjà été découverte à Alexandrie. Numéro 6. La pierre de Rosette. Au cours de la campagne de Napoléon Bonaparte, menée par l'audacieux Pierre-François, un groupe de soldats a découvert la pierre de Rosette. Cela s'est produit à environ 35 miles à l'est de la ville animée d'Alexandrie, à un endroit maintenant appelé Rosetta. La pierre de Rosette est une véritable merveille faite de basalte noir. Il mesurait près de 4 pieds de long et s'étendait à 2 pieds et demi de large. Cependant, ce qui le distinguait, ce sont les anciennes inscriptions gravées à sa surface en 3 langues différentes, le grec, les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture démotique égyptienne. À cette époque, seul le grec pouvait être compris, et les 2 autres textes restaient un mystère. Plus tard, des brillants comme Thomas Young et Jean-François Champollion se sont impliqués et ont décidé de déchiffrer le code, découvrant la vérité grâce à leur intelligence et à leur détermination. Ils ont constaté que l'inscription grecque contenait le même message que le texte en hiéroglyphes et en écriture démotique. Dans les temps anciens, ces dalles de pierre étaient très importantes, traitées avec respect et placées dans des temples importants à travers l'Égypte. Aujourd'hui, la pierre de Rosette se dresse dans les grandes salles du British Museum comme un pont reliant la compréhension ancienne et moderne. Cependant, un débat est en cours, et il y a des voix en Égypte qui plaident pour le retour de la pierre dans son pays d'origine. Ils pensent que sa restauration aidera à préserver son riche patrimoine et sa culture, en sauvegardant l'héritage de la remarquable civilisation qui a autrefois prospéré le long des rives du Nil. Numéro 7. Remèdes grecs anciens pour la gueule de bois. D'un papyrus grec nouvellement traduit est venu un fait intéressant, un remède pour un mal de tête après avoir bu. Le papyrus suggérait à la personne touchée d'attacher les feuilles d'un arbuste appelé népéta autour de son cou. Bien qu'il sache que cela pouvait aider à soulager les maux de tête, à l'époque, il n'est pas clair si cela a fonctionné surtout pour la gueule de bois. Ils se sont également tournés vers les tisanes et le miel pour soulager les maux d'estomac. Cet ancien traitement a été trouvé dans un papyrus vieux de 1900 ans découvert à Oxyrhynque par des chercheurs. L'étude et la publication de papyrus comme celui-ci ont duré un siècle. Le volume 80 de la publication a révélé près de 30 papyrus médicaux d'Oxyrhynque qui abordaient une variété de problèmes médicaux, des hémorroïdes et des ulcères aux sujets dentaires et aux fragments de chirurgie oculaire. Numéro 8. Les archéologues ont trouvé les vestiges d'un ancien temple dédié à Zeus Caïès, une divinité qui mélange des caractéristiques de Zeus et du dieu du temps Kesha. Ces ruines ont été découvertes à Tel el Farama,
dans le coin nord-ouest du Sinaï. À l'époque gréco-romaine, la ville s'appelait Pelusium, et elle avait une valeur historique en tant que port et forteresse. Il a connu différentes époques, des pharaons égyptiens aux périodes chrétiennes, byzantines et islamiques. Mustapha Baziri, du Conseil suprême des Antiquités, a expliqué que l'attention portée au temple est venue de la découverte de colonnes de granit qui étaient autrefois l'entrée, mais qui ont été laissées en ruine en raison d'un ancien tremblement de terre. Ces colonnes ont été transportées d'Aswan, dans le sud de l'Égypte. Des inscriptions grecques trouvées par l'égyptologue Jean Clary indiquaient également l'existence du temple à l'époque gréco-romaine. Numéro 9. Ils entraînaient des babouins à attraper les criminels. Vous avez peut-être entendu parler de la façon dont les anciens Égyptiens appréciaient les chats, mais saviez-vous qu'ils utilisaient aussi particulièrement les babouins? Ils étaient comme des animaux policiers au jet, laissant la place aux unités canines. Apparemment, les autorités égyptiennes se promenaient avec des babouins en laisse et les relâchaient pour en faire des criminels. Des peintures et des œuvres d'art classiques, dont une pièce appelée « Ancien Empire » de la 5e dynastie, entre 2498 et 2345 avenue Jésus-Christ, montre des babouins attrapant des voleurs ou d'autres criminels en les mordant ou en les tenant par la jambe. En plus d'aider la police, ces animaux ont également été entraînés à cueillir des fruits, à faire de la bière et à danser. Ils étaient si vénérés dans la culture égyptienne que certaines momies ont été retrouvées plus tard avec des tatouages de babouins sur leur corps. Numéro 10. Ils ont sacrifié et momifié des crocodiles. Alors que les archéologues découvraient les restes momifiés d'humains, ils ont également trouvé des corps de crocodiles qui ont été conservés, mais pas toujours de la même manière que les humains. Par exemple, en 2019, lors de l'excavation de la tombe intacte de Kapawa, une nécropole sur la rive ouest du Nil, 10 reptiles ont été trouvés momifiés sans résine ni éviscération des restes, qui sont 2 composants principaux du processus de momification. Cependant, la découverte de fragments de crocodiles momifiés, et pas seulement de 10 spécimens bien conservés, n'est pas rare pour les chercheurs, et on pense que les anciens humains ont préservé les animaux comme offrande sacrée, comme nourriture pour l'au-delà, ou pour les réincarnations de divinités spécifiques. Les crocodiles en particulier étaient associés à Sobek, le créateur du Nil et un puissant dieu de la fertilité. Numéro 11. Ils utilisaient des cendres de sabots de bœuf, des coquilles d'œufs brûlées et une pierre ponce pour l'hygiène buccale. Les anciens Égyptiens ne plaisantaient pas quand il s'agissait d'haleine fraîche. Ils utilisaient une pierre ponce pour pulvériser les cendres des sabots de bœuf et des coquilles d'œufs brûlées en poudre. Cette poudre a ensuite été appliquée sur leurs dents et leurs gencives pour protéger leur bouche des problèmes d'hygiène, et on a dit qu'elle était très efficace à ces fins. Au moins en ce qui concerne le nettoyage, en termes de santé globale, ce n'était probablement pas génial, car il a provoqué un saignement actif des gencives. Au fil du temps, ils ont également utilisé une combinaison de poivre, de fleurs d'iris et de sel-gemme. Il est intéressant de noter qu'ils auraient également été parmi les premiers à inventer les brosses à dents ou les bâtonnets à mâcher, comme on les appelait à l'époque. Ils fabriquaient ces instruments à partir de brindilles, un côté servant de cure-dents et l'autre s'effilochant à l'extrémité pour fonctionner comme des poêles. Les membres de cette civilisation ont également développé leur propre type de menthe à partir de mélanges d'herbes et d'épices bouillies, comme l'encens ou la cannelle mélangée à du miel pour être mâché ou aspiré. Numéro 12. Se rasant les sourcils lorsque leur chat mourait, les anciens Égyptiens avaient une relation étroite avec leurs chats et les considéraient comme des animaux sacrés. Les chats sont devenus un élément important de la vie quotidienne et de la religion égyptienne, à tel point qu'une déesse féline nommée Bastet, protectrice du foyer et de la famille, a été créée et que des temples ont été construits en son honneur. De plus, les chats étaient appréciés pour leur capacité à chasser les souris et autres parasites, ce qui aidait à garder les maisons et les champs propres. La mort d'un chat était un événement très triste et douloureux pour les Égyptiens,
et la tradition de se raser les sourcils était un moyen de montrer son profond chagrin et son respect pour la vie de son ami félin. La pratique de se raser les sourcils s'est également répandue chez d'autres animaux de compagnie, comme les chiens, bien que dans une moindre mesure. Aujourd'hui, cette coutume peut sembler étrange ou même extrême, mais elle témoigne de l'amour et du respect que les anciens Égyptiens avaient pour leurs animaux et de la façon dont ils les considéraient comme une partie importante de leur vie. Numéro 13. Les anciens Égyptiens, et en particulier Cléopâtre, étaient connus pour se baigner dans du lait caillé, généralement du lait d'ânesse, pour améliorer l'apparence et la texture de leur peau, et il est logique que cela fonctionne. Aujourd'hui, nous savons que le lait aigre contient de l'acide lactique, qui est un acide hydroxyle naturel qui pèle à la surface de la peau afin que de nouvelles cellules cutanées plus uniformément pigmentées puissent être générées et prendre sa place. Dans le cas de Cléopâtre, il a été dit que cette milane était nécessaire à un moment donné pour fournir suffisamment de lait pour ses bains quotidiens. Numéro 14. Du pain moisi. Pour guérir les blessures, comme en témoignent les anciens Égyptiens, qui étaient intelligents et débrouillards, mais leur traitement des blessures par l'application de pain moisi peut sembler un peu étrange. Cependant, cette méthode était en fait efficace et était un précurseur de la pénicilline et d'autres antibiotiques utilisés aujourd'hui. Cela fonctionnait parce que la moisissure sur le pain était généralement un champignon qui produisait certains produits chimiques pour tuer ou inhiber la croissance des bactéries autour d'une coupure, d'une éraflure ou de toute autre plaie exposée. Numéro 15. Un pharaon portait une fausse barbe. Hatshepsut était un pharaon égyptien de la 18e dynastie. Le seul problème était qu'elle était une femme, et les pharaons féminins, au nombre de 3 au total, n'étaient pas toujours aussi respectés que leurs homologues masculins. Bien qu'en général, l'Égypte ancienne était connue pour accepter l'égalité des sexes dans la plupart des cas, qui sait pourquoi cela ne s'appliquait pas à ses dirigeants? Quoi qu'il en soit, elle a décidé de prendre des mesures et de mettre une longue barbe dans le style de l'Égypte ancienne pour avoir l'air plus masculine. Certaines œuvres d'art la représentant incluent souvent cette fausse pilosité faciale. Numéro 16. Ils ont utilisé la canopée. Pour stocker les organes vitaux, ces vaisseaux canopes étaient des vaisseaux. Stocker et préserver les organes internes d'une personne décédée lors de la momification, puis enterrer avec elle. Chacun contenait un organe différent, un pour les poumons, un pour le foie, un pour les intestins et un pour l'estomac. Quant au cœur, on croyait qu'il était la maison de l'âme d'une personne et qu'il était laissé dans le corps. Ces jarres étaient à l'origine simples et sans ornement, mais au fil du temps, elles ont commencé à devenir plus ornées et représentaient les 4 dieux connus sous le nom de fils d'Horus, heureux, qui avait la tête d'un babouin et stockait les poumons, Douamoutef, avec la tête d'un chacal et soutenant son estomac, Imseti, avec une tête humaine et qui emmagasinait l'estomac, et Kébesenuf, avec la tête d'un faucon et qui soutenait les intestins. Numéro 17. Un pharaon qui a régné pendant 90 ans, si la légende est vraie, le roi Pépi II détient le record du règne de l'Égypte ancienne pendant la plus longue période de temps, pendant 9 décennies complètes. Il est monté sur le trône alors qu'il n'avait que 6 ans et a vécu jusqu'à la fin de ses 90 ans. Il régna sur l'Égypte pendant la 6e dynastie. Cependant, plusieurs égyptologues modernes contestent ce fait et croient plutôt que Pépi II a régné plus près de 64 ans. Si tel était le cas, Pépi II serait le 2e pharaon ayant régné le plus longtemps derrière Ramsès II, qui a régné pendant plus de 66 ans au cours de la 19e dynastie. Numéro 18. La découverte d'une carte égyptienne d'il y a 5000 ans remet en question l'idée que Christophe Colomb a été le premier étranger à arriver en Amérique. Cette découverte pourrait changer notre compréhension historique et nécessiter des modifications au manuel scolaire. De plus, d'autres découvertes, comme la culture Nagada et le mystérieux œuf nubien, soulèvent des questions sur l'ancienne civilisation égyptienne et sa possible connaissance des Amériques. L'œuf, au motif complexe, comprend des représentations que certains pensent être des pyramides,
défiant les dates conventionnelles de construction de ces structures. L'exactitude de la datation des pyramides a également été remise en question, et il existe des preuves géologiques suggérant qu'elles pourraient être beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait auparavant. De plus, la carte incluse dans les peintures découvertes à Oni montre une précision géographique surprenante, y compris le continent américain, soulevant la possibilité de contacts transocéaniques beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait auparavant. Ces résultats remettent en question nos conceptions sur les voyages et les premières interactions entre les civilisations, suggérant un réseau complexe d'échanges de connaissances et de technologies dans un passé lointain. Numéro 19. Une découverte étonnante en Égypte, à l'occasion du centenaire de la révélation de la tombe du roi Toutankhamon, une découverte encore plus énigmatique a émergé. Sur le site archéologique de Saqqara, en Égypte, une tombe non documentée a été découverte contenant les restes d'une mystérieuse reine nommée Net. Mais ce n'est pas tout. À côté de la pyramide de la reine Net, les archéologues ont mis au jour une impressionnante collection de plus de 300 cercueils et momies de la période du Nouvel Empire. Chaque cercueil magnifiquement orné présente des traits faciaux uniques qui permettent aux archéologues de distinguer les hommes des femmes. Dans ces cercueils, il y a aussi de vieux dessins. La chose la plus impressionnante est un masque doré d'une femme inconnue. L'équipe d'archéologues a trouvé une reine jusqu'alors inconnue, ce qui a changé notre compréhension du passé. En outre, des objets anciens tels que des jeux et des figurines ont été trouvés, qui offrent des informations sur les croyances des anciens Égyptiens concernant la vie et la mort. Cette découverte à Saqqara nous aide à mieux comprendre l'Égypte ancienne et ses pratiques funéraires réelles. La tombe de la reine Net est une découverte fascinante qui soulève de nombreuses questions encore sans réponse. Les historiens et les archéologues continuent d'étudier ces objets dans l'espoir d'en apprendre davantage sur cette civilisation extraordinaire. Numéro 20. La malédiction infâme des pharaons. La malédiction des pharaons reste une croyance troublante profondément enracinée dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Selon ce récit glaçant, quiconque ose déranger les tombes sacrées des pharaons fera face à de graves conséquences, liées par une malédiction macabre qui transcende le temps et l'espace. Les origines de ce mythe troublant remontent au début du XXe siècle, en 1922, lorsque l'archéologue britannique Howard Carter a mis au jour la tombe du pharaon Toutankhamon, un événement qui a choqué le monde. Rapidement, des rumeurs ont commencé à circuler sur des morts étranges et des malheurs parmi ceux qui ont exploré la tombe, conduisant à l'idée d'une malédiction. Les anciens Égyptiens croyaient que leurs pharaons, même après leur mort, conservaient le pouvoir de punir ceux qui dérangeaient leur tombe. Cependant, certains soutiennent que les malheurs présumés étaient dus à une maladie ou à des accidents et non à une malédiction. Malgré les tentatives de trouver des explications logiques, l'histoire reste un mystère intrigant. Alors que certains croient au surnaturel, d'autres cherchent des raisons scientifiques. Cette histoire reflète l'aura de mystère qui entoure l'Égypte ancienne et l'éternel intérêt humain pour l'inconnu. Numéro 21. Le mystère du tombeau de Cléopâtre. Lorsque l'on parle de Cléopâtre, il est inévitable de mentionner sa beauté. Cependant, il y a un problème, la plupart des informations sur la reine proviennent des Romains, qui la considéraient comme une rivale. Imaginez que votre collègue jaloux ou votre voisin désagréable soient ceux qui ont écrit votre biographie, dans quelle mesure serait-elle véridique? La même chose s'est produite avec Cléopâtre. Malgré tout, les Romains n'ont jamais trouvé son tombeau. Selon la légende, la reine aurait caché le lieu de son repos éternel afin qu'il ne soit jamais découvert. Et si l'on considère qu'à ce jour sa tombe n'a pas été retrouvée, peut-être a-t-il atteint son objectif. Cependant, cela pourrait changer avec la découverte de Taposirimania. Si les tunnels mènent à une tombe, elle pourrait appartenir à Cléopâtre et à son mari, Marc-Antoine. Selon Plutarque, lorsqu'Octave Auguste envahit l'Égypte et s'empara d'Alexandrie, Marc-Antoine se suicida en tombant sur son épée et mourut dans les bras de Cléopâtre. 2 semaines plus tard,
la reine suit le même sort, elle se laisse mordre par un serpent venimeux pour le rejoindre dans la mort. Jusqu'à présent, aucune autre tombe d'un souverain de la dynastie ptolémaïque, c'est-à-dire des successeurs d'Alexandre le Grand en Égypte, n'a été trouvée. On pense que les tombes de ces monarques sont situées dans l'ancien quartier palatial d'Alexandrie, aujourd'hui submergé par la mer, ce qui les rend encore plus difficiles à trouver. Numéro 22. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons épousaient souvent leurs sœurs ou demi-sœurs, ce qui peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais qui, à leur époque, avait des raisons spécifiques. L'une des principales raisons était de garder la lignée royale pure et de s'assurer que le trône se déroulait sans heurts au sein de la famille. Ils croyaient également que ces mariages avaient une signification religieuse importante, car les pharaons étaient considérés comme des dieux sur terre, et le mariage avec leurs proches parents reflétait l'union des dieux dans les histoires anciennes. De plus, ces unions servaient à consolider les alliances politiques, unissant différents groupes familiaux et régions par le mariage. Bien que cette pratique puisse nous sembler inhabituelle aujourd'hui, elle avait du sens pour les anciens Égyptiens en raison de leurs croyances et de leur vision de la royauté et de la religion. Les coutumes anciennes étaient très différentes de celles d'aujourd'hui, et ces mariages étaient une partie fondamentale de la vie des pharaons et de la société égyptienne. Numéro 23. Les progrès de la médecine dans l'Égypte ancienne. La médecine égyptienne a atteint un niveau de développement remarquable pour son époque, comme en témoignent les enregistrements dans les papyrus anciens datant d'au moins 5000 ans. Ces documents offrent des informations précieuses sur les maladies, les diagnostics et les traitements. Alors qu'à ses débuts, la médecine égyptienne était liée au sort et à la magie religieuse, au fil du temps, les médecins ont développé des procédures médicales et chirurgicales plus avancées. Parmi les papyrus les plus importants figurent le papyrus de Berlin, le papyrus Hébert et le papyrus Caïn, qui abordent des sujets tels que la pathologie générale, la gynécologie et la pédiatrie. Le papyrus Edwin Smith, quant à lui, décrit des cas de traumatisme et révèle les connaissances égyptiennes sur les organes humains, y compris les vaisseaux sanguins et le cœur. Jusqu'à l'invasion perse en 525 avenue Jésus-Christ, les pratiques médicales égyptiennes sont restées relativement constantes. Ils ont effectué des interventions chirurgicales simples et non invasives et ont découvert les propriétés médicinales de diverses plantes, locales et étrangères. Par exemple, le papyrus Hébert fournit plus de 800 ordonnances médicales, y compris des pommades, des bandages et des médicaments oraux. Les Égyptiens utilisaient également des outils chirurgicaux en métal, tels que ceux découverts dans la tombe de Kar, dont beaucoup étaient en bronze. La chirurgie était courante pour traiter les blessures physiques et ils avaient mis au point un système de triage qui classait les plaies comme traitables, douteuses et incurables. Parmi ces instruments figuraient des cuillères, des pincettes, des couteaux, des perceuses et des pinces. La circoncision était une pratique courante, et ils fabriquaient également des prothèses, telles que des orteils, des yeux et des langues artificielles. Leur connaissance de l'anatomie était basée sur les pratiques de la momification et de l'autopsie religieuse, ce qui leur a permis de comprendre la morphologie humaine en détail. Étonnamment, les Égyptiens ont réussi à déduire correctement la fonction de certains organes. Ils savaient que le sang transportait l'oxygène et éliminait le dioxyde de carbone, et ils comprenaient la relation entre le pouls et le cœur. Ils ont théorisé l'existence de canaux dans le corps qui transportaient l'air, le sang et l'eau, développant des traitements à base de laxatifs pour débloquer ces canaux. Le papyrus Hébert mentionne même l'utilisation du lavement comme méthode d'administration de médicaments. Si certaines pratiques médicales égyptiennes étaient rudimentaires, d'autres, notamment dans le domaine de la chirurgie, se sont avérées étonnamment efficaces. Comme décrit dans le papyrus Edwin Smith, les médecins égyptiens promouvaient l'hygiène et une alimentation équilibrée comme mesure préventive contre les maladies. Les vastes connaissances médicales des Égyptiens continuent de déconcerter les scientifiques modernes, et beaucoup de leurs découvertes ont jeté les bases de la médecine dans les civilisations ultérieures.